t'aider, on va situer les éléments sur une ligne du temps. Donc, on a débuté l'année en parlant du Moyen Âge, qu'on appelle la période de grande noirceur. Et par la suite, on a vu que l'époque qui suivait s'appelait les temps modernes. L'événement qui sépare ces deux époques-là est situé aux alentours de 1450 et on avait dit que c'était l'invention de l'imprimerie. L'époque dans laquelle nous sommes s'appelle l'époque contemporaine, c'est celle qui suit celle des temps modernes, et elle a débuté en 1789 avec un événement qu'on appelle la Révolution française. Dans notre chapitre 1, on a parlé d'une période historique qui s'appelle la Renaissance, qu'on a située entre 1400 et 1600. À la Renaissance, dans notre chapitre 1, on a parlé des humanistes. On a vu les artistes, Léonard de Vinci, Michel-Ange. On a vu aussi des écrivains humanistes, donc Erasme, Pic de la Mirandole, Thomas More. On a également parlé de scientifiques, Copernic et Vézal. Et on avait terminé le module 1 en parlant de la grande réforme religieuse, donc l'arrivée des religions protestantes, avec Martin Luther, Jean Calvin et Henri VIII. Durant la Renaissance, il y a un autre grand phénomène qui se passe, donc on parle ici des grandes découvertes, donc de notre module 2. Et quand on parle de grandes découvertes, on va s'attarder plus particulièrement à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais aussi à d'autres grands explorateurs comme Vasco de Gama et Fernand de Magellan, dont tu as probablement moins entendu parler. Marco Polo est un marchand italien, célèbre pour son voyage en Chine, qu'il raconte dans un livre qu'il a intitulé « Dévisement du monde » ou « Livre des merveilles ». À l'âge de 19 ans, Marco Polo part avec son père et son oncle pour l'Asie, où il se met avec eux au service de Kublai Khan, l'empereur mongol. De retour en Italie en 1295, après un voyage de 24 ans, il participe l'année suivante à une guerre au cours de laquelle il est fait prisonnier. Durant son emprisonnement, il va dicter à son compagnon une description des États de Kublai et de l'Asie. Marco Polo n'était pas le premier Européen à se rendre à la cour de l'empereur mongol, mais il est le premier à décrire les réalités chinoises, telles que le papier-monnaie. Il décrit aussi les temples bouddhistes luxueux du Tibet et mentionne l'existence du Japon qu'on appelait à l'époque Cipango, jusqu'alors inconnu. Son récit, le Livre des merveilles, a eu un succès immédiat et tout l'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'époque, est fasciné par le récit. C'est ce qui va conduire pendant des siècles qui suivent de nombreux marchands et explorateurs vers l'Asie pour y trouver ses richesses. Henri le Navigateur, Vasco de Gama et, non le moindre, Christophe Colomb, lurent le livre un siècle plus tard au moment des grandes découvertes et en furent grandement influencés. Donc, les Européens, qui sont en grave pénurie de richesses et de matières premières, doivent prendre les routes commerciales qui sont en rouge ici pour venir faire du commerce avec l'Asie. En Asie, on venait chercher de l'or, de l'argent, des métaux précieux, mais essentiellement de la soie et des épices. Ces routes commerciales-là devaient passer par une ville dont l'importance est cruciale, une ville qui est juste ici dans l'actuelle Turquie qui s'appelle Constantinople. Donc, Constantinople est cruciale parce que c'est la ville par où on doit passer pour faire du commerce avec l'Asie. Par contre, c'est problématique parce que c'est aussi la ville qui fait la frontière entre le monde européen, qui est chrétien, catholique, protestant, et cette région-ci, qui est dirigée par l'empereur Mehmed II, qui est à la tête de l'Empire ottoman, qui est musulman. Donc, c'est pas facile. Et en 1453, les Turcs musulmans réussissent à prendre la ville et ils la rebaptisent Istanbul. Grande conclusion, on ne peut plus passer par Constantinople pour faire du commerce avec l'Asie. Qu'est-ce qui se passe en Europe à cette époque? On fait un résumé. Il y a de graves problèmes économiques parce qu'il y a une pénurie de richesses et de matières premières du côté de l'Europe. Il y a également de graves guerres religieuses
entre les catholiques et les protestants, mais aussi avec le monde musulman. Constantinople a été prise par les Turcs musulmans et bloque maintenant le passage. On ne peut plus passer par Constantinople, qui s'appelle maintenant Istanbul. Donc, on doit trouver une solution pour pouvoir continuer à faire du commerce avec l'Asie. La solution, il faut trouver une nouvelle route maritime vers l'Asie. Au Moyen Âge, on croyait que la Terre était plate et qu'elle était entourée de vide. Mais à la Renaissance, les scientifiques vont redécouvrir les écrits de Ptolémée. C'est qui Ptolémée? C'est un scientifique de l'Antiquité qui savait déjà au IIe siècle que la Terre était ronde. Donc à la Renaissance, on sait maintenant que la Terre n'est pas plate. Mais plusieurs scientifiques vont aussi faire d'autres importantes découvertes qui vont permettre aux astronomes de créer des cartes du ciel beaucoup plus précises, ce qui va permettre une meilleure navigation. Parce que oui, les navigateurs de cette époque-là s'orientaient en observant les étoiles. Donc avoir de meilleures cartes du ciel permettait une meilleure navigation. Qui sont ces grands scientifiques de la Renaissance qui nous ont fait découvrir de nouveaux phénomènes? Eh bien, il y a Nicolas Copernic, qu'on a déjà vu dans le chapitre 1, qui dans son ouvrage Traité de la révolution des astres avait affirmé que la Terre était un astre comme les autres et qu'elle tournait autour du Soleil. Il avait appelé sa théorie l'héliocentrisme. Il y a également Galilée qui a appuyé la théorie de Copernic, qui a également inventé la lunette astronomique, nous on appelle ça un télescope, qui a permis de mieux observer les astres. Il y a également Johann Kepler, qui lui aussi a appuyé la théorie de Copernic. Cependant, il a fait une petite modification. Il a affirmé que la trajectoire des planètes autour du Soleil n'était pas circulaire, mais bien ovale, ce qui se trouvait par le fait même à expliquer le phénomène des saisons. Et le dernier, et non le moindre, Isaac Newton, qui lui a confirmé les théories de Copernic, de Galilée et de Kepler. Il s'est trouvé à expliquer pourquoi la Terre reste en orbite autour du Soleil avec sa théorie de la loi de la gravitation universelle. Il y a aussi la technologie qui permet d'améliorer la navigation. Donc, les navigateurs européens vont maintenant avoir de nouveaux instruments pour mieux s'orienter en mer. Mais les voyages en mer demeurent risqués et les équipages vivent dans des conditions très difficiles. Par exemple, leur nourriture est souvent infestée de vers et des maladies se déclarent parfois lors de longues traversées. Mais qu'en est-il de ces nouveaux instruments? Bien, il y a la caravelle, qui permet une navigation plus stable et qui simplifie les manœuvres grâce à son gouvernail et à la voile triangulaire qu'on appelait la voile latine. Il y a également la boussole qu'on voit ici qui indique le nord magnétique. Elle permet aux navigateurs de s'orienter en mer même la nuit ou en pleine tempête. Il y a également l'astrolabe qui lui permet de connaître la position d'un navire par rapport aux étoiles. Il sert à déterminer la latitude, donc à s'orienter en mer et à s'assurer de garder la bonne direction. Et en dernier lieu, il y a les portulans, qui sont des cartes géographiques qui comprennent la description des ports de mer, mais aussi des côtes continentales, ainsi que d'autres renseignements qui sont précieux quand on navigue sur les océans.